Alors Yo-Yo, on va un petit peu faire les présentations. Quand on parle de Yo-Yo Mact, on doit savoir à quelle femme on s'adresse, à celle qui est l'amateur d'art, presque la collectionneuse et presque une artiste dans sa démarche, mais on peut aussi parler à Madame la juge. Donc laquelle est avec nous ce soir particulièrement? Les deux, parce que c'est la même recherche, étonnamment. Effectivement, je suis présidente de la 14e chambre du tribunal de commerce de Paris, donc c'est assez paradoxal. Mais c'était aussi un challenge pour moi. J'ai eu une enfance très chaotique, bien sûr dans l'art, très riche et en même temps très déstructurée. Et assez tardivement, je me suis tournée vers finalement ce que je connaissais le moins et que je voulais maîtriser, en particulier le droit. Et je suis le seul, non seulement magistrat, mais président de chambre, à ne pas avoir mon baccalauréat à Paris. Donc je pense que ça aurait assez amusé non seulement mon grand-père, mais bien sûr Miro et surtout Prévert. Et puisque j'ai été en partie élevée par Prévert, en tout cas c'est Prévert qui m'a lancée dans la vie, puisque c'est lui qui m'a donné mon prénom. On va peut-être tout de suite raconter une anecdote qui donnera complètement le ton du livre, qui oscille en permanence entre découverte, name dropping comme on dit aujourd'hui, avec des noms d'artistes les uns derrière les autres, plus prestigieux et plus importants les uns que les autres, mais aussi anecdotes extrêmement drôles et choses beaucoup plus sérieuses. Si on parle d'études et de réussir ses études, il y a quand même une petite histoire sur la 6e, qui en plus par chance est très simple pour les Belges ou les Français. C'est la même 6e en Belgique et en France. C'est bien une des seules années qui est la même des deux côtés. Oui, mes parents, donc pour resituer, mes grands-parents, c'est Marguerite et Aimé Mag. Vous les connaissez surtout par la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Et mon père, donc le fils de Marguerite et Aimé, et ma maman, ont eu des vies qu'on pourrait qualifier de dadaïstes. C'est-à-dire que tout les amusait. C'était aussi des années où la vie était assez avec une grande insouciance. Et ils ont élevé, ou justement pas élevé leurs enfants dans cette liberté, dans cette fantaisie. Et nous n'avions absolument aucune pression scolaire. Donc on allait à l'école quand on voulait, c'est-à-dire jamais. On ne faisait pas de devoirs, on n'achetait pas nos livres, on ne savait pas exactement même... maman savait, je crois, même pas vraiment dans quelle école nous étions. Et alors un jour, justement, à la sortie de la 6e, ma première sortie de 6e, je reçois mon bulletin scolaire que j'ouvre moi, parce que mes parents, qui vivaient entre Paris et Saint-Paul, on ouvrait leur courrier, c'était assez logique. Et mes parents étaient à Paris à ce moment-là, et je vais voir mon père un peu quand même dépité, en lui disant « Oh, c'est nul, je redouble, oh, ça m'enquiquine », et papa ne rouspète pas dessus ni quoi que ce soit, il me dit juste « Oh, t'es pénible, maman ta mère est à Paris, tu vas nous faire passer une mauvaise journée, bon, suis-moi ». Et j'emboîte le pas de mon père qui apportait le petit déjeuner à maman. Il rentre dans la chambre avec le plateau de petit déjeuner et triomphant, il dit « J'ai une très bonne nouvelle pour toi ». Alors maman dit « Oh, laquelle ?»« C'est formidable, Yo-Yo passe en 6e ». Et alors je regarde mon père en disant il n'a pas compris ce que j'ai dit, c'est pas possible. Maman, avec toujours ses longs doigts, ses cigarettes magnifiques, plein de chiens sur son lit, dit oh formidable, allons fêter ça à la Coupole. Et elle a organisé un grand déjeuner à la Coupole pour fêter, célébrer mon passage en 6e. Ça faisait déjà 1 an que j'y étais, j'ai refait une 6e très, très discrètement. Mais voilà, c'était la fantaisie de mes parents. Évidemment, certains pourraient s'en plaindre parce qu'on n'a pas fait d'études, parce que c'est peut-être très déstructurant pour des enfants. Moi, je jouissais de cette liberté tous les jours. Mon grand-père adorait cette liberté. On avait évidemment un enseignement à la maison dans le quotidien que l'on avait qui compensait peut-être une partie de ce qu'on ratait à l'école, en particulier avec des gens merveilleux. Il est certain que quand Chagall vous raconte la Bible ou quand Malraux vous explique ses voyages en Asie, ça vaut quand même beaucoup de cours à l'école. Alors, le livre est
avec des chapitres qui ne sont pas forcément chronologiques. On part dans l'histoire de Yo-Yo, de ses sœurs et de sa famille, puis on revient un petit peu en arrière. Mais je dirais que s'il y avait un fil rouge, un personnage iconique de ce récit, c'est certainement Papy, Oui. votre grand-père, Aimé, le fondateur de la fondation. Et comme on le voit et on le lit dans le livre, Papy, ce héros. Donc Aimé et Marguerite, c'était un couple de grands-parents qui était un couple, on pourrait dire glam, pour faire dans l'époque actuelle, mais certainement bien avant les autres. Ils étaient complètement modernes. Ils transmettent la passion à leur petite fille, qu'ils adorent. Et à un moment, Papy, donc Aimé, vous dit « Tu as raison, aime la vie, reste libre ». C'est un peu tout ce qui transpire de sa façon de faire et de traverser les époques plutôt que l'époque même. Oui, parce que Papy, il a une chose qui a quand même dicté sa vie, c'est de drame, il a fait des merveilles. C'est un orphelin de la Première Guerre mondiale. Le nom Mag est un nom des Flandres, donc il est pas loin d'ici, il était de Hasbrook, donc ballotté par la Croix-Rouge au moment de la Première Guerre mondiale, rapatrié dans un village du sud des Cévennes. Et il m'a toujours dit, c'est formidable parce que je suis sortie d'un pays ultra bigot et je me suis retrouvée chez les protestants au soleil. Et c'est sans doute ça qui lui, il considérait que c'était ça qui lui avait donné son ouverture d'esprit. Je pense qu'il l'avait peut-être naturellement, puisque déjà très jeune, il jouait du violon, il s'intéressait, il avait un grand-père aussi qui l'avait initié à la musique. Mais ce qui était le plus important pour lui, c'était le choix. C'est-à-dire que quand on était face à toutes sortes de créations, toutes sortes même de religions, toutes sortes d'époques, toutes sortes d'architecture, il ne fallait jamais subir, il fallait garder sa liberté, quitte à ce qu'elle soit contestée et même contestable, mais garder sa liberté. Et il l'a exprimé, bien sûr, on le connaît surtout par la Fondation, mais ça a été aussi un homme de presse, un homme de production musicale, de production de spectacles, de ballets. Beaucoup de production papier aussi. Oui. Il a initié des éditions qui étaient révolutionnaires à l'époque. Mais ce qu'il avait de plus révolutionnaire, pour moi, c'est la raison, si je peux expliquer, la raison pour laquelle ce livre, effectivement, bascule dans l'époque, et je reviens rétroactivement, c'est qu'en fait, au départ, j'ai retrouvé mes sentiments de petite fille. C'est pour ça que le livre est au présent, en fait, de petite fille qui voit son grand-père. Donc, je suis dans des vernissages avec mes sœurs, pas mon petit frère parce qu'il est beaucoup plus jeune que nous, mais avec tous les gens qui parcourent nos vies. Alors, c'est Chagall, c'est Prévert, c'est Miro, bien sûr, surtout Miro, Calder, Giacometti, Braque. Braque était comme, je considérais Braque plus comme mon grand-père. Pour moi, le vieux monsieur dans ma famille, c'était Monsieur Braque, c'était pas Papy. Et donc, j'ai retrouvé ce regard que j'avais quand j'étais petite fille dans les vernissages, à la maison, à Saint-Paul, entre Saint-Paul et Paris. Et puis, je grandis et je vis avec mon grand-père, en partie avec mon grand-père. Et à la mort de mon grand-père, j'ai 22 ans, et je me rends compte d'une chose terrible, c'est que personne ne peut me parler de mon grand-père. On peut faire un palmarès de ce qu'il a fait, on peut faire les listes des expositions, on peut dire c'est remarquable, il a fait telle exposition, telle production, tel livre, il a mis Aragon et Chagall ensemble, il a mis Prévert et Miro ensemble. Bon, tout ça c'est très bien, mais pour moi c'est un palmarès. Alechinsky un tout petit peu m'a parlé de lui sans citer une exposition. Quand je parlais à un artiste, il me disait « telle année j'ai fait une exposition avec ton grand-père ». Et c'était pas ça que je lui demandais. C'était finalement que te disait Papy. Alors c'est vrai que la préoccupation quotidienne et même de chaque instant de mon grand-père, c'était l'art, c'était l'histoire de l'art, c'était même la création plus que l'art. Et du coup, à la mort de mon grand-père, et ça s'est vraiment passé comme ça, c'est pour ça que j'ai pas pu écrire ce livre autrement, je suis repartie, alors là comme une historienne, sur les traces de mon grand-père. Et j'ai voulu voir si l'image affective, privée que j'avais de mon grand-père correspondait à l'image publique, professionnelle d'Aimé Mag. Finalement, j'ai voulu que Papy et Aimé Mag se superposent. Et
C'est assez étonnant parce que non seulement j'ai découvert que c'était un homme encore plus merveilleux que je ne pensais. Moi, j'étais éblouie par mon grand-père. Mais vraiment, de petite fille jusqu'à son décès, j'étais éblouie. Je m'engueulais beaucoup. Ça se ressent très fort. Oui, je m'engueulais beaucoup avec lui. Il était beaucoup plus moderne que moi, donc on avait des discussions enflammées ensemble. Mais en fait, j'ai découvert qu'il n'était pas solaire que pour moi. C'était un homme solaire. Et que toute personne qui l'a approché a bénéficié de sa lumière. Et alors, au-delà de ça, au-delà de ce côté solaire, au-delà de sa grande énergie, il avait un terrible sens des responsabilités aussi pour les gens qu'il aimait. C'est-à-dire pour sa famille, mais aussi pour ses amis artistes. Et ça, on le découvre effectivement dans la deuxième partie du livre, celle où on repart en arrière dans l'histoire, où on voit, et ça je voudrais bien que vous racontiez cette anecdote aussi, que d'un seul coup, parce que lui pouvait passer à travers la France, il va chercher des toiles dans des appartements plus ou moins officiels de certains hommes qui s'étaient réfugiés avec leur famille dans le sud de la France. Voilà, comme je vous disais... Le sens des responsabilités. Je ne sais pas s'il a eu conscience que c'était des responsabilités. Il m'a dit quand même un jour, je ne pouvais pas faire autrement. Un petit peu comme quand on parle à des résistants. Papy n'a jamais voulu utiliser le mot résistant. C'est la secrétaire de Jean Moulin. Moi, je lui demandais à mon grand-père, as-tu fait partie de la résistance? Il ne voulait pas m'en parler. Et c'est un jour la secrétaire de Jean Moulin qui, dans une interview pour Paris Match, alors moi je la connaissais, j'avais parlé longuement de ce que Papy avait fait avec Jean Moulin. En particulier, il avait ouvert une galerie avec Jean Moulin à Nice. C'est elle qui, dans une interview, on lui dit « Avez-vous gardé des relations avec la résistance après-guerre ?» Et elle dit « Avec personne, sauf avec Aimé Mag. » Donc, voilà. Et Papy, lui, pour lui, mais je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de gens comme ça, il a dit « Je ne pouvais pas faire autrement. » Alors, l'anecdote est effectivement assez drôle. Comme je vous disais, il est du Nord, il est de Hasbrook, donc il avait des papiers, toujours, du Nord. Et travaillant dans le Sud, entre-temps, il était installé à Cannes comme ouvrier, puis a ouvert une petite imprimerie avec ma grand-mère. Il a des papiers, la France est coupée en deux, tout le Sud est la zone libre, ou en partie occupée par les Italiens, mais enfin c'était une occupation, on va dire, un petit peu molle. Et donc, lui, il a des papiers pour pouvoir aller de la zone nord à la zone sud. À Cannes, il rencontre, à travers sa boutique et son imprimerie, beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'amateurs d'art qui ont fui Paris. La communauté artistique, principalement juive, évidemment a quitté Paris, ou on espère a quitté Paris. Une partie s'est réfugiée dans le sud en attente de partir vers d'autres pays. Et là, Cannes, il y a très peu de livres qui en parlent. Philippe Erlanger en a parlé avec un très très beau livre. Cannes, pendant la guerre, est une ville incroyablement animée. Même les fêtes se succèdent, le Palm Beach marche à plein, le commerce marche très bien, il y a des fêtes déguisées, il y a presque une fuite en avant. Et les gens qui sont là-bas, alors beaucoup de grands industriels se sont réfugiés dans le sud, et à l'époque, on resitue ça quand même juste au moment de la guerre, donc fin des années 30, ces grands industriels, très souvent, avaient une vie officielle avec leurs femmes bourgeoises, leurs hôtels particuliers très classiques, et des maîtresses, très souvent beaucoup plus jeunes et issues des milieux artistiques, qui, elles, n'avaient pas envie d'avoir sur leur mur les tableaux classiques du 18e ou du fin 19e, un petit peu pompier, et qui, au contraire, s'intéressaient à Modigliani, parce qu'elles étaient aussi les modèles des peintres. Alors elles étaient chanteuses, elles étaient danseuses, elles étaient très souvent modèles pour tous ces artistes, et donc elles ont sur leur mur des Renoir, des Modigliani, des Picasso bien sûr, et elles ont des appartements, on les appelle les grandes cocottes, ou les grandes horizontales, on les appelle comme ça. Ces appartements ne sont pas officiellement au nom de ces grands industriels. Donc que font-ils? Ils confient à Papy les clés de ces appartements en disant « Allez rechercher nos tableaux à Paris ». Papy prend le train, il monte à Paris, il rentre dans des appartements, il me dit « La première fois que j'ai décroché un Van Gogh, j'ai eu peur de le lâcher tellement j'étais ému ». Il prend les tableaux, il les peint à la gouache,
par-dessus. Alors des vues de Montmartre, des amoureux, des bouquets de fleurs, des soleils couchants. Il les signe mes mags, il les emballe, il reprend le train, il est contrôlé, il a ses papiers, dessinateur lithographe, car il est ouvrier dessinateur lithographe. Il ramène les tableaux à Cannes, il enlève la gouache, soit il les rend aux collectionneurs, soit les collectionneurs lui confient à vendre. D'autres, beaucoup sont partis en particulier aux États-Unis avec ces tableaux. Ce qui a, entre autres, fait cette force de collectionneur que mon grand-père a eue dès le sortir de la guerre avec les collectionneurs qui étaient partis aux États-Unis. Et voilà, il a eu cette idée de dire, mais après tout, moi je peux traverser, et en plus je suis dessinateur lithographe. Donc il peignait très bien en plus. Donc voilà, c'est le genre d'anecdotes assez drôles, assez truculentes, mais en même temps qui font partie aussi de l'histoire de France. Et quand je disais tout à l'heure qu'il a le sens des responsabilités, ça lui est tombé dessus relativement jeune, parce qu'il s'est retrouvé orphelin de père très jeune, son père étant parti pendant la Première Guerre, et pour aider sa maman, le reste de la fratrie, pour aider sa famille, il s'est mis au boulot. Ah oui, il s'est mis tout de suite au boulot. Il a le paysan qui a accueilli cette fratrie dans les Cévennes, Milou Berbiguier, déjà le mot Milou est formidable, et il avait une magnanerie, donc élevage de vers à soie. Et mon grand-père, à 10 ans, se levait la nuit pour aller nourrir les vers à soie pour que sa mère ne le fasse pas. Pas du tout pour gagner son substitut ou quoi que ce soit, mais plutôt pour que sa mère ne le fasse pas. Ultra doué à l'école, repéré par les professeurs. Là, on est presque dans une histoire de Pagnol, c'est-à-dire que ces professeurs s'entendent entre eux pour lui dispenser des cours supplémentaires en disant c'est un élément tellement surdoué qu'il faut faire pousser cette graine déjà extraordinaire, cette bonne graine. Donc il a été diplômé, comme il était toujours au tableau d'excellence, il a pu imposer à sa mère de faire le métier qu'il voulait. Alors il voulait être artiste, il a compris qu'il ne pourrait pas être artiste parce qu'il ne serait pas le meilleur, il l'a dit, mais il s'est mis au service des artistes tout de suite, il a voulu être dessinateur lithographe, graveur lithographe. Et puis, un sens de la vision, un vrai visionnaire, parce que on le voit, toutes ces histoires pendant la guerre, avant la guerre, qu'il met déjà en place. Et puis, la guerre se termine. Et lui, carrément, il se met dans le sillage des Américains qui remontent sur Paris pour arriver le premier. Et en gros, rouvrir la première galerie tout de suite. Oui, mais là... un peu poussé aussi. Très poussé même. Papy a eu la chance de rencontrer dans l'imprimerie où il travaillait, avant même qu'il ouvre sa propre imprimerie, un artiste local est venu réaliser une lithographie et a été séduit par la technicité de mon grand-père et a demandé à ce que seul mon grand-père s'occupe de ses lithos. Puis, quand mon grand-père a ouvert sa petite imprimerie, cet artiste l'a suivi. Alors cet artiste est un artiste local du Canet, c'est Pierre Bonnard. Et Bonnard, tout de suite, prend mon grand-père vraiment comme son fils. D'ailleurs, Bonnard avait commencé une procédure d'adoption de mon grand-père, ils avaient 40 ans d'écart. Et Bonnard, pendant la guerre, alors mon grand-père s'installe à Vence, c'est très compliqué. Quand Jean Moulin est arrêté, Bonnard vient prévenir mon grand-père de fuir pour lui trouver une maison. Il s'adresse à Matisse, donc mon grand-père se retrouve avec ma grand-mère et leurs enfants se retrouvent voisins de Matisse, donc ma grand-mère se met à poser pour Matisse. Tout ça, c'est quand même une vie... Rien que ça suffirait à un livre. C'est des concours de circonstances absolument incroyables. Mais en même temps de talent, parce que si Papy n'avait pas eu ce talent de graveur, c'était une très grosse usine de litho où il y avait 50 autres ouvriers, et évidemment Bonnard a repéré le talent de mon grand-père et la disponibilité. Mais le talent, pas seulement technique, le talent de justement que cherchait Bonnard à faire dans ses lithos, c'est ça, c'est qu'il a compris la matière. La lumière de la matière, la lumière des couleurs. Absolument. Et à un moment, on le découvre dans le livre, on a presque l'impression, alors qu'on lit du texte noir sur blanc, de voir des couleurs se superposer et de jouer sur la recherche de la couleur la plus proche, la plus exacte. Ouais. Et on sent l'amour du travail bien fait. Oui, et surtout au service de l'artiste. Et dès que les Américains débarquent à Toulon, Bonnard est très inquiet puisqu'il a fermé son atelier à Paris, au Tourlac, et il n'y est pas retourné. Et Bonnard avait un processus de travail extrêmement lent.
il reprenait ses tableaux pendant des années. Les nabis avaient même dit de lui, c'est bonnardisé. C'était parce que Bonnard, dans ses expositions, souvent retouchait les tableaux. Il venait à ses expositions, même dans des musées, avec une petite boîte de couleurs, et il retouchait ses tableaux. Donc il avait un processus extrêmement lent. Donc il était inquiet, puisque tous ses tableaux étaient restés à Paris. Et du coup, Papy et Bonnard, dans la voiture de Matisse, s'engouffrent dans les convois américains pour monter à Paris, pour voir l'atelier de Bonnard, mais également pour rechercher la fille de Matisse, Marguerite Matisse, qui a été déportée en tant que communiste, mais qui n'est pas arrivée au camp de déportation. Elle a dû sauter du train, plus personne n'a de nouvelles, et Papy s'est engagé, ou en tout cas a promis à Matisse de la retrouver et de retrouver sa trace à Paris. C'est quand même toujours son sens des responsabilités à ce moment-là, et ses engagements auxquels il tient et qu'il respecte. On voit à cette période-là à quel point il a aussi le sens de l'opportunité au meilleur du terme. Et effectivement, il arrive à Paris, et là, de fil en aiguille, il découvre un lieu qui peut faire la plus belle galerie de Paris du moment. Il n'y a pas un sou, hein. J'allais dire, un sou pour la faire. Il a le sens des responsabilités, mais il a la chance d'avoir une femme qui a quand même le sens pratique. Oui. Oui. Et donc, c'est exactement à ce moment qu'on se rend compte que si Papy était un héros, c'est un couple qui fonctionnait quand même tout le temps ensemble, avec une imbrication forte au niveau des idées. L'un qui lançait l'idée, l'autre qui reprenait, qui calmait, qui partait, qui revenait. Et à ce moment-là, ils s'installent à Paris et ils ouvrent cette galerie. Oui, c'est curieux parce que en écrivant ce livre, j'ai découvert en fait ce qui liait mes grands-parents. Mamie est morte 4 ans avant Papy. Elle était jeune, elle avait 67 ans. Et en fait, j'ai compris ce qui les a unis et qui est incompréhensible. J'ai compris que mon père ne l'a pas compris. C'est une drôle de phrase, mais c'est un peu ça. En fait, Mamie était un petit bout de bonne femme très rigolo. Ravissante, mais atypique. Ceux qui connaissent un peu les films anciens, une genre de Horan de Mazie. Aujourd'hui, on la trouve très ringarde. À l'époque, on a trouvé une femme absolument divine, mais une sorte de faible comme ça, absolument incroyable. Elle a rencontré mon grand-père, elle avait 17 ans, coup de foudre incroyable. Lui était très grand, du nord, les yeux bleus, elle toute petite, très méditerranéenne, canoise, mais très 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 drôle. Papy me racontait qu'avec Bonnard, on ne les dérangeait pas parce qu'ils se mettaient sur la table de la cuisine face à face et ils faisaient des joutes de mots d'esprit. Mamie avec Pierre Bonnard, face à face, pendant des heures, mais vraiment en même temps de jeux de mots, en même temps d'humour, en même temps presque de cadavres exquis où il fallait retomber sur leurs pieds. Donc c'était une femme vraiment pétillante. Et elle avait une chose extraordinaire, elle avait un naturel au bonheur. Elle allait vers le bonheur. Elle était douée pour le bonheur. Elle était douée pour le bonheur. Et chose formidable, alors qu'elle était issue d'un milieu, on va dire, de gros commerçants canois, rien ne l'a bluffée. Mais c'était extraordinaire. C'est pour ça qu'elle a pu recevoir tous les grands hommes d'État à sa table, ou tous les paysans du coin à sa table. À son excellente table. À son extraordinaire table, qui a joué beaucoup dans les relations de mon grand-père, y compris avec les artistes. Eh bien, je crois que ce qui les a unis, c'est que toute sa vie, mon grand-père a voulu bluffer ce petit bout de bonne femme, et qu'elle était bluffée. Je crois qu'elle ne lui a jamais dit. Elle n'était pas blasée, elle ne faisait pas croire qu'elle était blasée ni quoi que ce soit. Elle adhérait à ses idées, mais quelque part, c'était peut-être elle qui avait le plus de fantaisie parce que ça n'était jamais assez. Et lui, il fallait qu'il fasse toujours plus incroyable. Giacometti, pour l'exposition du surréalisme en 1947, à laquelle il n'a pas voulu participer, mais il était là tous les jours, considéré pour lui que le surréalisme était terminé, a eu vraiment une phrase extraordinaire à propos de ma grand-mère. Il a dit, de toute façon, on peut tout faire. C'était une exposition hallucinante. Elle a été interdite aux mineurs, c'est-à-dire au moins de 21 ans, donc il y avait la police à l'entrée. Ça fait un scandale. Aujourd'hui, on dirait que ça fait le buzz, mais ça fait un scandale à l'époque. Et un scandale, pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de choses
contre la religion, ou en tout cas malmenant la religion. Il y avait une femme nue qui était là avec les yeux bandés, un sexe en mousse sur un sein en mousse sur le sexe, avec un petit mot de Marcel Duchamp avec marqué prière de toucher. Donc c'était vraiment, on est en 47, hein, c'était vraiment une exposition ultra scandaleuse. Et pour rentrer dans l'exposition, on devait traverser un rideau de pluie pour se purifier. Et du coup, pour que les gens ne soient pas mouillés, on distribuait des parapluies. Ma grand-mère disait des parapluies à l'intérieur, ça va nous porter la poisse, c'est une horreur. Il y a les autels, puisqu'il y avait des autels de crucifixion, hôtels au sens religieux, hein. Donc il y avait beaucoup de choses contre la religion. Elle dit, c'est pas possible, moi je peux pas supporter ça. Elle était assez bigote. Et Giacometti a dit, on peut faire tout ce que l'on veut dans le surréalisme, c'est elle qui allait le plus loin, puisqu'elle a envoyé mon père chercher un curé et elle a fait bénir l'exposition. Alors, bénir l'exposition du surréalisme, Giacometti disait, voilà l'acte le plus surréaliste. Et c'est vrai, et c'est ça que Papy aimait, c'est qu'elle gardait, elle n'hésitait pas, elle n'avait pas peur de passer pour stupide ou quoi que ce soit, elle était nature. Elle était juste, ce qu'elle pensait, elle faisait. Voilà. Et quand, justement, elle a voulu, parce qu'elle avait besoin à ce moment-là de croire très fort, et qu'elle a voulu s'engager pour une rénovation de chapelle, elle l'a fait avant même que ça fonctionne. Oui, elle avait fait un deal, un pari, peu importe, avec un curé sur la naissance d'un enfant à venir. Et elle avait dit, si c'est un garçon, je vous referai la chapelle. Alors au départ, c'était mettre l'électricité dans la chapelle. Et finalement, ça a donné la chapelle Sainte-Roseline, avec une des plus belles mosaïques de Chagall, avec les vitraux de Hubac, de Bazem, du train de Giacometti. Enfin, bref, ça a pris une ampleur terrible. Et évidemment, tout ça a été commencé bien avant la naissance de mon petit frère. Exactement. Voilà. Et quand on expliquait tout à l'heure qu'elle avait cette force, cette énergie qui faisait que peut-être que la croyance l'aidait pour ça. Même d'une grande tristesse, elle arrivait à se reconstruire. Ça a été l'idée de départ ou la base de la création de la fondation, quelque part. Oui, ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que Papy était orphelin, il a voulu fonder une famille, il a voulu reconstituer une famille très tôt. Et finalement, entre son installation à Cannes et puis Paris et la Galerie Mag, tout a l'air de marcher très très bien, même si économiquement c'était très difficile. Mais les grands piliers, quand même, qui ont aidé financièrement mon grand-père, je vous disais, c'est d'abord Bonnard, qui a financé mon grand-père au début, qui a amené Matisse. L'exposition inaugurale de la Galerie Mag en décembre 1945, c'est quand même Henri Matisse, alors que mon grand-père, jusque-là, était un ouvrier lithographe, il ne faut pas oublier. Et ces deux-là ont amené le troisième grand maître de l'époque. Donc voilà le trépied sur lequel la Galerie Mag s'est construite, c'est Georges Braque. Donc il avait quand même des soutiens d'artistes qui étaient renommés, qui avaient un marché très fort à l'époque. Donc ils ont pu construire comme ça leur galerie, aidés par ces artistes. Mais Papy, comme je vous disais, il était orphelin, il a reconstruit sa vie. Tout marche très bien finalement pour eux. Ils font la galerie, ils font les éditions, ils ont une communauté d'artistes autour d'eux extraordinaire. Miro a quitté Pierre Loeb pour venir à la Galerie Mag, Giacometti également, Germaine Richier, mais Calder, Alechinsky, tout ça c'est avant les années 50. Hein. La succession Kandinsky, Fernand Léger bien sûr est avec eux. Ils ont 2 enfants, mon père né en 1930 et Bernard né en 1942. Et le petit Bernard meurt d'une leucémie après des années de bataille. Et il meurt, il a 12 ans et demi. Et c'est absolument, donc il meurt en novembre 1953, et c'est absolument, alors là, la vie s'effondre pour mes grands-parents. Et les artistes, qui ne sont pas des gens tendres, on ne leur demande pas d'être tendres, ont été très très durs avec mes grands-parents, et particulièrement Fernand Léger et Georges Braque. Tous les deux n'ont pas d'enfants, au même titre que Giacometti, que Derain, que Kandinsky, que beaucoup d'artistes n'ont pas d'enfants. Et Léger dit à Papy, nous on ne touche pas à la vie, vous avez touché à la vie, Bernard est mort, c'est votre échec. Alors maintenant il faut faire quelque chose qui vous dépasse. Il n'y a pas de musée en France, Léger était parti aux États-Unis pendant la guerre, il voyait les grandes fondations américaines qui commençaient à émerger, les grandes collections, la façon de montrer l'art d'une autre façon. Il a dit, faites-nous notre maison.
il y a encore les bas-reliefs qui ont été trouvés dans le sol. Braque dit je vais faire la chapelle, je vais faire un vitrail, reconstruisons la chapelle. Léger dit je vais faire une céramique pour mettre sur la chapelle. Miro dit on va faire un village, on va faire une maison. Et c'est comme ça que l'idée de maison des artistes naît. Miro embarque mes grands-parents aux États-Unis, voir son ami d'enfance, son copain même d'école, José Louis Certes, qui a la chaire d'université à Boston. Mes grands-parents restent plusieurs mois avec Léger et Miro aux États-Unis, et ils reviennent avec ce projet de faire, alors le mot fondation n'était pas l'idée, mais en tout cas de faire le lieu avec et pour les artistes. Et c'est comme ça que l'idée de Fondation Mag est née. Alors entre-temps, Yo-Yo et ses sœurs naissent aussi, plus ou moins, dans cette décennie de création de la Fondation. Et juillet 64, la Fondation est plus ou moins achevée. En tous les cas, elle va ouvrir. Et je trouve que c'est tout à fait à l'image de cette famille. C'est très bien décrit dans le début de ce chapitre. Pour voir enfin la Fondation bâtie, il en aura fallu de la patience et de la pugnacité. Après 1000 péripéties, la Fondation est enfin achevée. Et en ce mois de juillet 64, avant l'ouverture officielle, Papy et Mamie ont pris soin d'honorer tous les employés et collaborateurs, les artisans et ouvriers qui ont travaillé à la construction. Et pour eux, une réception est donnée dans le labyrinthe de Miro. C'est ça aussi, Papy et Mamie, c'est mettre à l'honneur ceux qui leur sont proches et ceux qui les aident à se construire, à se reconstruire et à avancer. C'est ce qui les a fait rester aussi si proches des artistes aussi longtemps. Papy, il avait une chose merveilleuse, c'est qu'il reconnaissait les talents. Mais pas uniquement les grands talents, tous les talents. C'est un ouvrier à la base. Donc le talent de l'ouvrier est nécessaire. Donc il considère évidemment qu'il doit honorer ces ouvriers qui ont travaillé avec passion. Parce que ce qu'il y a de merveilleux avec mes grands-parents, c'est qu'ils embarquaient les gens avec eux. C'est que du plus simple ouvrier, du plus simple collaborateur jusqu'aux artistes, ils faisaient partie de la même aventure. Et ils arrivaient à passer leur passion, à transmettre leur passion et à embarquer les gens dans un projet commun. Ce n'était pas le projet de Papy, c'était le projet. Ce fameux soir de 28 juillet 64... L'inauguration officielle, donc juste après. Ouais. Yo-Yo a donc 5 ans, 5 ans et demi. Ouais. Alors, moi j'ai vu construire la Fondation, pourquoi? Parce que la première chose que Papy a demandé, alors bien sûr la chapelle, mais aussi de faire une maison, puisque nous sommes 3 sœurs. Donc Isa est née en 55, Flo en 57 et moi en 59. Et j'ai appris que j'étais née en 59. L'histoire, aussi une histoire. L'histoire est assez cocasse. Et donc, Papy a d'abord demandé à Certes de faire une maison pour ses petites filles. Et il fait construire une maison, toujours sur la propriété, qui aujourd'hui est devenue la bibliothèque. Et donc nous, on grandit là, on grandit entre Paris et là, et on voit sortir de terre des bâtiments qui sont de la même architecture que notre maison. Donc moi, je suis convaincue que c'est l'extension de notre maison. Qu'il y ait beaucoup de pièces, qu'il y ait beaucoup même de tableaux, c'est logique. Nous, on a toujours vécu avec toutes sortes de maisons. Quand j'allais à Palma ou quand j'allais chez Braque ou quoi que ce soit, on était dans des ateliers d'artistes, il y avait tout le temps des tableaux sur les murs ou dans les vernissages. Donc tout ça n'était pas anormal. Moi, je pensais que c'était notre maison qui s'agrandissait. Donc on avait le labyrinthe de Miro comme terrain de jeu, c'était pas mal. Et le soir d'inauguration, donc le 28 juillet 64, au moment où Papy doit recevoir les honneurs de sa vie, parce qu'il fait quand même un lieu incroyable, et sont présents tous les grands artistes, mais aussi beaucoup d'hommes politiques sont là. Il n'a pas dévoilé la Fondation avant, très peu de gens en ont entendu parler. André Malraux, son grand ami, est là, il est ministre quand même à l'époque. Et il fait un discours magnifique. Sublime. Qui est dans le livre. Moi j'arrive à le lire, j'arrive pas à l'entendre, parce que je pleure à chaque fois. Vous pouvez le trouver sur l'INA, mais c'est sublime, c'est magnifique, c'est Malraux. Et donc, Papy devrait... il est conscient de ce qu'il a fait. Il part... moi, je me le ramène tout le temps à l'esprit. C'est un orphelin. Et il est là, devant le premier bâtiment en France construit pour recevoir de l'art contemporain.
le Centre Pompidou ouvre 13 ans après, sur le modèle de la Fondation MAG. Donc c'est vraiment... En plus, c'est le premier bâtiment HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale. Papy, il était novateur en tout. Il était écologiste avant d'être écologiste. Il aimait tout ce qui était nouveau. En tout cas, il réfléchissait à tout ce qui pouvait être nouveau. Au moment d'inaugurer, au moment d'ouvrir la Fondation, alors avec mes sœurs, nous, il n'y a pas d'autre mot, on fait la gueule. Parce qu'on voit cette marée de gens qui arrivent. Ça, on a l'habitude, mais il y a des gendarmes au milieu. Ça, moi, je ne comprends pas très bien ce que font les gendarmes ici. Mais comme il y a beaucoup d'hommes officiels, etc., donc les routes ont été fermées, c'est un chaos total à Saint-Paul. Au moment d'ouvrir la fondation est fermée, les visiteurs sont, on va dire, parqués dans le jardin d'entrée, et là, on ne trouve plus mon grand-père. Mon grand-père a disparu. Il n'est pas là pour accueillir les gens. Ça ne l'intéresse pas. Il nous a mises devant, les 3 petites filles. Ma sœur Florence tient un coussin avec une clé. Elle remet cette clé à André Malraux et elle dit, elle a 7 ans, hein, et elle dit, la Fondation MAG est ouverte. Lui, il est venu juste à ce moment-là parce que ma grand-mère est allée le faire chercher. Ça ne l'intéresse pas. La Fondation, elle est faite pas pour nous, ces petits-enfants. Elle est faite pour les générations futures. Et c'était ça aussi le symbole. C'était pas un homme timide du tout. Hein. C'était un homme flamboyant, pas du tout. C'était pas par timidité qu'il n'était pas là. Hein. C'est par symbole de dire je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour après. Alors on va encore discuter quelques instants du livre avant de vous laisser la parole pour poser l'une ou l'autre question. On a beaucoup parlé de Papy et Mamie, on a beaucoup parlé de la Fondation, on a beaucoup parlé d'histoire. On a un peu moins parlé de Yo-Yo et de ses sœurs, de leur vie parfois parisienne, parfois de sauvages dans le village, adoptés à la Colombe d'Or, ou quasiment adoptés, faisant partie des murs, on peut dire ça comme ça, faisant partie des murs, des routes, des bicyclettes et de la piscine. Oui. C'est une assez bonne définition. Et avec ça, Yo-Yo n'a pas raconté sa jeunesse, cette époque parisienne, où là aussi, ça doit être dans l'ADN de la famille. Quand elle sort, mais elle ne rencontre que des gens formidables aussi, mais pas toujours au destin extrêmement drôle. L'époque était un peu dure aussi, également. De ma jeunesse ? Oui. Toute cette époque du début des années 80, où quand on sort, on se retrouve entre Mugler, Montana, Gauthier, Farida Khelfa et quelques autres dont on ne parle plus malheureusement aujourd'hui. Oui, parce que c'était aussi une vie... c'est assez drôle parce que finalement dans ce livre, il y a, bon, à part ma toute petite jeunesse, mais il y a les années 30, les années 50, les années 70, après un peu les années 80 à New York. Finalement, c'est un peu des tranches de vie, mais qui ont été des époques quand même très marquantes. Alors c'est vrai que quand j'ai 20 ans, à la fin des années 70, Paris retrouve un certain allant en création, en créativité, avec un groupe de gens. D'ailleurs, on se voit toujours. Jean-Baptiste Mondino, je le vois toujours. Philippe Starck, je le vois évidemment toujours. Il y a évidemment, ça a créé des amitiés très fortes. Gérard Garouste, évidemment, en faisait partie, puisqu'il avait fait les peintures pour le Palace. Donc, c'est une époque de grandes fêtes. Papy a fait un truc terrible. Il m'a légué les gènes des micro-dormeurs, donc j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, c'est quand même pas mal, surtout quand on a 20 ans. Et donc c'est les nuits parisiennes extraordinaires, mais en même temps très dangereuses. Malheureusement, j'ai enterré beaucoup de mes amis. La divine Pascal Augier, qui était ma meilleure amie, qui était sans doute une comédienne vouée à une très très grande carrière. Alors c'est des déchirements, c'est terrible. Mon grand-père voit aussi... vraiment, c'est mort autour de moi, je ne peux pas dire autrement, mais c'est l'époque qui voulait ça. À New York, c'était la drogue ravageait ma jeunesse. Comment je suis passée entre les gouttes, je ne sais pas. Comment ma sœur Florence est passée entre les gouttes, je crois qu'on est des miraculés toutes les deux. Sans doute parce qu'on était deux, inséparables, ma sœur Florence et moi, totalement incomprises par notre famille, donc c'est bien, on n'avait pas à leur parler de ce qu'on faisait. Et quand même, quand vous avez Miro qui vous élève, en partie, Miro passait 4 mois par an quand même à la maison, c'est pas rien, et qu'il vous montre finalement ce qu'est la vie. Y compris à travers une tomate. Y compris à travers une tomate, y compris quand un jour Miro trouve... moi j'étais tout le temps accrochée à lui, je ne lâchais pas.
dans le jardin, il trouve une tomate mal formée. Il la prend, il pousse très délicatement les petites fourmis. On ne tue pas une fourmi. Chez Miro, on ne tue pas une fourmi. Chez Prévert, on ne tue pas une fourmi. Donc chez moi, je ne tue pas une fourmi. Et évidemment, il me montre la tomate et il me dit, regarde, c'est formidable, elle déborde de vie. Et de cette tomate, il l'a moulée, il l'a agrandie et il en a fait un des symboles de la femme qui est récurrent dans sa sculpture. Cette espèce de femme qui est comme composée de 3 boules, c'est en fait au départ une tomate mal formée. Ça aussi c'est très intéressant. D'une erreur de la nature, il en fait une chose sublime. Et c'est pas anodin si je dis ça, parce que le petit-fils de Miro, le plus jeune, était trisomique et ça a été un drame. Quand ma grand-mère, ça a été un drame pour ma grand-mère. Et Miro disait, il sera toujours dans mes rêves et il sera toujours dans les rêves. C'est-à-dire que même ça, il arrivait à en faire quelque chose de positif. Quelle jolie note pour finir notre conversation, Yo-Yo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je ne voulais pas faire trop long, mais j'imagine que vous avez encore pas mal de questions parmi vous. On les attend, on va essayer d'en prendre peut-être 3 à la fois, on répondra par 3. On le fera en 1, 2, 3 vagues, on verra. Je ne peux pas croire que personne n'a de questions. Jean-Louis. Vous avez piqué notre curiosité en nous expliquant que vous aviez appris, vous étiez né en 59. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les 2 premières pages de mon livre. Pour vous résumer, je n'ai su que quand j'avais 10 ans que je n'étais pas adoptée. Voilà, c'est un peu compliqué comme mécanisme de pensée. Les psys n'ont jamais vu ça dans ce sens-là. Donc voilà, c'était une fantaisie supplémentaire de mes parents. Mais c'est assez bien expliqué dans les 2 premières pages. On comprend assez clairement. Non, si vous voulez, c'est très difficile pour moi d'en parler parce que moi j'en ai fait une sorte de bonheur, une sorte, peut-être pas de bonheur, mais de bonne humeur. Voilà, j'en ai plutôt fait une bonne humeur. Est-ce que j'aurais dû en faire une bonne humeur ou est-ce que ça m'a peut-être totalement traumatisée? D'ailleurs, je suis peut-être totalement traumatisée. J'ai rendu ça positif. Quand on lit le livre, on a quand même l'impression que l'ADN des 3 grands-parents qui vous ont entouré très fort, à savoir Aimé et Marguerite, dont on parle beaucoup, mais aussi l'autre grand-mère, celle qui disait toujours « recommence, c'est pas grave Ouais. ». C'est quand même des gènes d'énergie et de bonne humeur. Oui, ça mais aide à être construite. C'est aussi, si je vous parlais, si j'ai osé parler dans ce livre, c'est la première fois que j'en parlais, de mes amis de jeunesse qui sont morts tous autour de moi. Quand je dis tous, c'est vraiment tous autour de moi. C'est parce que justement, il y a quelque chose d'un peu similaire à la vie de mon grand-père. C'est-à-dire que ce déracinement, les êtres que vous aimez le plus qui disparaissent, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez porter le deuil ou vous devez hallucinamment vivre. Et ma grand-mère, de l'autre côté, ma grand-mère maternelle, elle a perdu 7 frères à la guerre de 14. Je crois que ça pousse. Oui, voilà, il y a les femmes qui porteront le deuil toute leur vie. Je ne leur en veux pas. C'est pas si facile que ça de porter le deuil. C'est très difficile de ne pas le porter. Mais je crois que j'ai eu peut-être la chance d'avoir des grands-parents qui ont traversé tellement de drames que les drames que j'ai vécus après n'ont pas paraissé anodins, mais j'ai pris leur expérience. J'ai pris leur force de vivre. Et on le voit bien, la Fondation MAG, c'est une force de vie. Ceux qui connaissent la Fondation, dans les jardins, il y a certains murets, si vous regardez, ils contournent des arbres. Parce que quand la Fondation s'est glissée avec son architecture méditerranéenne, eh bien, papy a fait en sorte, et mamie a fait en sorte de préserver la vie. La Fondation est née sur la mort d'un enfant. Donc on préserve la vie. Et on fait attention, on n'enlève pas un arbre si ça n'est pas nécessaire. On va plutôt faire contourner le muret. Une autre question. Et il a survécu. Ah oui, moi aussi. Oui. Non, mais la relation entre l'association, la fondation, l'avenir de la fondation, c'est bien qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent continuer à gérer, c'est même non. Mais comment vous voyez ça? Je vais reprendre la question de monsieur simplement pour qu'au fond vous sachiez de quoi il est pour le coup question.
Monsieur a lu le livre et demandé justement, concernant la fondation, quel était encore le rôle et l'implication de la famille, sachant que dans les derniers chapitres du livre, on voit que la période sereine est passée, on peut dire c'est comme ça? Non, parce que moi je vis très sereinement. D'accord. Loin de la fondation, mais très sereinement. C'est compliqué la fondation, parce que d'abord, la raison pour laquelle Papy l'a faite, et pourquoi, non pas le lieu, mais pourquoi ils ont décidé d'en faire une structure fondation, qui était quand même quelque chose également de très nouveau à l'époque, et qui est un système français assez atypique et très contraignant. Tout le monde a envie de supprimer les contraintes de la fondation. Et moi, depuis toujours, j'ai voulu au contraire les accentuer. Pourquoi? Parce que c'est une garantie, la fondation, elle ne pourra jamais être défaite. Ça, c'est déjà la chose la plus importante. Après, qu'elle ait des difficultés, on va dire, morales et de programmation, comme moi je trouve aujourd'hui qu'elle a. J'ai quitté la fondation il y a 5 ans, très violemment. Je suis contente aujourd'hui d'être loin de la fondation parce que je suis contente d'être loin de cette programmation-là. Je ne peux pas adhérer à cette programmation-là. Je ne peux pas, je peux pas la reconnaître comme étant sous le nom de mes grands-parents. Ça n'est pas possible pour moi. Donc je m'en écarte. Je ne vais pas partir avec un glaive, combattre, faire des conférences de presse en disant c'est scandaleux, Bernard-Henri à la Fondation MAG. Ce n'est pas mon propos. Parce que la fondation, justement, comme elle est immortelle, c'est même pas une tempête. On va dire ce sont les aléas de la vie. Dans quelques années, je pense que, alors statutairement, il y a des membres de la famille MAG dans le conseil d'administration. Mais peut-être qu'elle sera beaucoup mieux quand il n'y en aura pas. Qu'est-ce qui vaut mieux? Un conseil d'administration avec des membres qui ont compris. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre. Je voulais qu'on comprenne l'esprit de mon grand-père. J'ai peut-être pas réussi, mais j'ai donné quelques pistes. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux un conseil d'administration qui comprenne le mécanisme de pensée de mon grand-père, ou un conseil d'administration où des membres de ma famille s'autorisent une programmation ou un autre mode de pensée parce qu'il s'appelle MAG? Donc, moi, j'ai pas de critique à faire parce que le temps est très long. Et dans 50 ans, la fondation est immortelle. Donc dans 50 ans, dans 100 ans, ces petites guéguerres familiales n'ont aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. Mes grands-parents ont fait une collection inaliénable. Alors là, par contre, s'ils changent les statuts, là, je me battrai. Là, vous m'entendrez. La fondation est inaliénable, les collections sont inaliénables, le nom est inchangeable. Si on touche à ça, bien sûr que là, je sortirai mes griffes. Et ma sœur Florence sortira les griffes. Et là, mon côté magistrat servira. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai... Voire présidente. Là, mon côté connaissance du droit, certainement me servira. Et ma famille, justement, ne m'aime pas à cause de ça. Parce que moi, j'ai refait mettre la fondation dans son carcan juridique dont elle s'était un petit peu écartée. Mais parce que ce carcan, mes grands-parents l'ont voulu, parce que c'est la garantie de la pérennité. Donc je ne suis pas inquiète pour la fondation. Si elle reste dans ses statuts, si elle reste dans ses obligations, si elle reste dans ses contraintes, elle ne craint rien. Il est évident que mes grands-parents avaient pensé à tout, sauf aux valeurs d'assurance. Aujourd'hui, que vaut le plus grand tableau de Chagall du monde? Que vaut la collection de Giacometti? Je vous rappelle qu'il y a 64 bronzes de Giacometti à la Fondation MAG, dont les 2 hommes qui marchent, qu'ils sont en plus peints par Giacometti dessus. Il y a la série complète des femmes de Venise, il y a le chien, le chat, il y a tout. Il n'y a pas l'homme qui chavire, il n'y a pas quelques œuvres emblématiques, mais enfin c'est une des plus grosses collections. Il y a 150 bronzes de Miro, il y a 12 000 gravures. Donc c'est une collection gigantesque, absolument gigantesque. Il ne faut pas qu'elle soit à vendre, il ne faut qu'elle soit figée, même s'il y a des doubles. Il y a des bronzes qui sont en double, puisque ce sont des tirages. Eh bien, on doit laisser les deux. Justement, c'est peut-être l'occasion d'organiser des expositions à l'extérieur. Alors, mes grands-parents avaient pensé à tout, sauf au financement des primes d'assurance annuelles. Parce que les prix sont devenus fous. Le jour, moi j'étais à la vente de L'Homme qui marche,
de Giacometti à Londres en février 2010. On m'a demandé, puisque quelqu'un a dit dans la salle que j'étais la seule à avoir connu Giacometti dans la salle, on m'a demandé ce que je pensais. Moi, j'ai pleuré quand le marteau est tombé. Pas pleurer pour le prix ou quoi que ce soit, pleurer parce que L'homme qui marche, c'est un refus de la Chase Manhattan Bank, d'un projet pour la Chase Manhattan Bank en 1959, que mon grand-père a intégré à la Fondation MAG dans une rage folle en disant « Bande d'imbéciles, je vais vous montrer ce que c'est qu'une agora faite par Giacometti ». Et en 2010, donc 50 ans plus tard, 59 à 2010, 50 ans plus tard, le marché valide les choix de mon grand-père. C'est ça qui est émouvant pour moi. Donc évidemment que ça fait des primes d'assurance, 104 millions de dollars en 2010, ça fait des primes d'assurance colossales. Mais je pense qu'il y a justement je pensais, parce que maintenant c'est pas moi de le faire, je pensais qu'il y avait des modèles économiques nouveaux à mettre en place pour justement assurer ça à la Fondation. Ça viendra. Certainement. Oui. Une autre question? Oui. Je vais peut-être là aussi refaire la question pour ceux qui sont au fond, parce que sinon ils n'entendent pas. Je vois Myriam qui se planque au fond, qui n'entend pas assez. 50 ans après l'ouverture de la Fondation MACT, la Fondation Vuitton a ouvert. Quelle est l'évolution d'une fondation à l'autre, quelque part? C'était le sens de votre question, je pense. Alors je vais vous choquer, bien sûr. J'ai gardé la liberté de parole et de ton de ma grand-mère, surtout. La Fondation Vuitton, on a prêté Un homme qui marche et Le Grand Bonnard l'été pour l'exposition qui est en ce moment. C'est sublime. L'exposition est sublime. Le bâtiment est extraordinaire. Mais moi, je serais allée plus loin. J'aurais pas mis d'œuvre d'art dedans. Aujourd'hui, alors peu importe les motivations, à quoi sert, à partir du moment où la Fondation Vuitton, mon grand-père était un défenseur des arts. Et il était même le marchand des artistes et l'ami des artistes. Donc il a fait la fondation pour donner une visibilité aux artistes qu'il aimait. Aujourd'hui, la Fondation Vuitton, c'est pas du tout le même propos, c'est servir une marque. Et tant mieux, parce que c'est l'art qui est gagnant. Peu importe la motivation, on a en ce moment à Paris une expo époustouflante et un bâtiment. Franchement, allez-y, c'est extraordinaire. C'est un des atouts supplémentaires de Paris aujourd'hui. Mais moi, je serais allée plus loin. Je trouve qu'aujourd'hui, l'architecture peut se substituer ou va dans les 10 ans, ça c'est mon point de vue, va dans les 10 ans qui viennent, en tout cas les architectes vont se substituer dans le côté star system aux artistes. Aujourd'hui, si on prend Jeff Koons, on a besoin de Jeff Koons, on n'a pas besoin de ses œuvres, au sens que peu importe ce qu'il fait, c'est le phénomène de l'artiste qui nous intéresse. Le XXe siècle, c'est totalement mon analyse, hein, c'est très, très personnel. Je considère que le XXe siècle avait besoin d'œuvres d'art, le début du XXIe, en tout cas, a besoin d'artistes, et peut-être même plus des œuvres d'art. En revanche, les architectes aujourd'hui sont en train de développer une forme de pensée en plus universellement, et je pense que ce sont les prochaines grandes stars médiatiques. Le bâtiment est tellement extraordinaire que je trouve ça dommage qu'on lui impose une utilité. Moi, je serais allée jusqu'au bout du geste architectural en disant, voilà, on a fait un bâtiment, ça vaut une œuvre d'art aujourd'hui. Le bâtiment tout seul, ça vaut c'est rare, mais ça peut valoir, non pas un Giacometti, parce que l'un est dans l'histoire de l'art, l'autre, il va falloir créer une histoire indépendante de l'architecture qui n'existe pas encore. J'avoue que j'aurais eu l'audace de dire, eh bien, un peu, je vous emmerde, moi je fais un bâtiment et c'est tout, et il sert à rien. Ça aurait pas été mal, hein. Non, maintenant non, parce qu'ils sont lancés, puis ils ont fait des salles extraordinaires, les salles. D'ailleurs, les très très belles salles avec l'exposition en ce moment, allez-y, parce que c'est vraiment 60 chefs-d'œuvre incroyables qui ne seront jamais réunis à nouveau. De voir La tristesse du roi de Matisse et La danse de Matisse face à face,
ça file quand même les jetons, oui, les jetons, les frissons, tout, quoi, c'est incroyable, c'est bouleversant. Eh bien, les salles, elles sont en sous-sol. Donc le bâtiment ne sert à rien. Pour les salles. Donc, voilà, j'ai trouvé ça aurait été un beau geste. Ça aurait été chic. Ouais. Allez, une petite dernière question avant de vous laisser discuter encore un par un avec Yo-Yo ou entre vous. Plus de questions? Des timides? Amaury. Est-ce que tu pourrais faire ton point de vue sur les collectionneurs d'aujourd'hui par rapport aux premiers collectionneurs que tu as rencontrés quand tu étais très jeune et surtout que ton grand-père a connu? Je trouve pas qu'il y ait tellement de différence. Même si entre-temps, les foires d'art se sont développées. Moi, je suis allée à la première FIAC avec mon grand-père. C'était quand même dans l'ancienne gare de la Bastille. Pas de vernissage, c'était principalement des imprimeurs. Juste pour m'arrêter une seconde sur le mot vernissage, on voit dans le livre, dans le côté visionnaire d'Aimé et Marguerite, ils ont été les premiers à créer une mode du vernissage. Il y en avait, mais eux, ce qu'ils ont fait... C'est devenu une fête. C'est devenu une fête, et Papy a fait un truc. C'était un communicant de toute façon extraordinaire. Lui qui avait tellement souffert dans sa jeunesse pour s'acheter ses revues surréalistes, il était abonné en particulier à Verve et au Minotaure quand il avait 19 ans, il travaillait la nuit pour pouvoir se les payer. Eh bien, les soirs de vernissage étaient offerts à la galerie les grands albums derrière le miroir, magnifiques, faits en lithographie originale, et souvent les artistes les dédicaçaient ce soir-là. Alors, Papy, il disait pourquoi? Il disait, parce que tous les étudiants vont venir les chercher, et de toute façon, les étudiants n'ont pas de quoi se les payer. Donc, je ne me prive pas d'un marché. Par contre, c'est formidable d'avoir un vernissage de Chagall et Aragon, qui étaient déjà des vieux monsieur à l'époque, avec 200 ou 300 jeunes qui vont passer dans la soirée, qui sont des étudiants aussi bien en architecture qu'aux beaux-arts, qu'en lettres, que... Quand je disais que Papy savait repérer les talents, quand il fait le magazine L'Art Vivant, 8 ans avant Art Press, il met à la tête de L'Art Vivant comme rédacteur en chef un jeune type qui sort de la Sorbonne, qui a 27 ans, il le met rédacteur en chef. Oui, sauf que c'est Jean Clair, et que Jean Clair aujourd'hui est un des penseurs, moi je trouve en art, en tout cas les plus remarquables. On peut adhérer ou ne pas adhérer à ses propos, mais en tout cas, il questionne vraiment sur ce qu'est l'art aujourd'hui. Alors, même si, pour revenir aux collectionneurs, même si le paysage artistique, ou en tout cas de la promotion des arts, a totalement changé, les grandes biennales, les grandes foires, les grandes expositions au Grand Palais. Moi, quand j'étais petite, à Paris, on allait... Bon, nous, on habitait en face du Louvre, donc on était tout le temps fourrés au Louvre, mais au Jeu de Paume, par exemple, ou à l'Orangerie, plutôt, à l'Orangerie, à la sortie, il y avait une boîte à chaussures avec des diapositives à vendre. Et ça, c'était la boutique musée. Donc, les choses ont quand même nettement changé aujourd'hui. Même si tout ça a changé, je trouve que l'esprit des collectionneurs est finalement le même, et leur motivation est la même. C'est-à-dire qu'ils ont... D'abord, sont des gens très curieux, qui consacrent un temps incroyable à leur curiosité, et même un travail, souvent c'est un travail acharné, parce qu'aller dans toutes ces foires, etc., c'est du boulot. Hein. Déjà, pour trouver, là, il va y avoir la foire de Bâle dans quelques jours, trouver une chambre d'hôtel, c'est déjà un cauchemar. Donc il faut s'y prendre à l'avance, il faut organiser ses agendas, etc. C'est vraiment une activité presque, pas une occupation, c'est une activité. Maintenant, la relation avec le marché. Parce que, évidemment, la deuxième phase de la question, c'est automatiquement quel est le rapport du marché avec le collectionneur. Je trouve qu'elle n'a pas tant changé que ça, parce que veut un collectionneur? Bien sûr qu'il veut une plus-value, mais il veut une plus-value pourquoi? Pas pour s'enrichir. Il veut une plus-value parce que c'est la seule confirmation de ses choix. Souvent, ses amis ou sa famille ne comprennent pas cette passion qu'ils peuvent avoir, ni même ni le temps qu'ils y engouffrent, ni les sommes d'argent qu'ils y engouffrent. Et que finalement, le seul baromètre que les non-avertis acceptent,
c'est le marché. Donc finalement, la plus-value pour un collectionneur, c'est pas de dire « Ah j'ai gagné de l'argent », c'est « Ah je ne m'étais pas trompé ». Donc la motivation, je trouve qu'elle est assez similaire, si on la ramène au marché, à ce que c'était à l'époque. Alors après, on peut dire, est-ce que c'est un rang social, pas un rang social? Aux États-Unis, ça a été, et c'est toujours évidemment un rang social que d'être collectionneur, mais tout le monde est gagnant. Les artistes sont gagnants, parce que le marché est nécessaire aux artistes. Pourquoi? Ne serait-ce que pour produire. C'est très cher d'être un artiste. Être un artiste, il faut avoir un atelier, il faut avoir du matériel, il faut détruire beaucoup de choses, une documentation incroyable, il faut voyager, et en plus les artistes en général sont très généreux. Quand ils vont dîner avec leurs copains, c'est rare que ce soit les copains qui payent. À l'issue d'un vernissage, ils ont vendu un tableau, en général le tableau est mangé dans la soirée. Donc je trouve que les collectionneurs aujourd'hui on voudrait beaucoup les décrier, dire que le marché les a pollués. Je trouve pas du tout, moi. C'est assez similaire. Que d'ailleurs que les collectionneurs du 19e, du 18e, ou que François Ier. Est-ce que François Ier fait venir Léonard de Vinci en France pour asseoir sa puissance, pour faire le buzz, ou par goût pur? Non, il ne l'a pas fait par goût pur, il a le goût, il a les conseillers, il a la médiatisation, il a l'international et il a la puissance. Les grandes collections aujourd'hui, les grands musées qui s'ouvrent avec des collections privées, je trouve que c'est pas très très loin de ce que François Ier faisait. Eh bien, on va rester assez proche de François Ier ce soir. Merci Yo-Yo. Et en tous les cas, pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui souhaitent venir discuter avec Yo-Yo, faire dédicacer son livre, ou autre. Ou m'offrir un verre, c'est bien aussi. Ou plusieurs. Aussi. On va pouvoir rendre nos micros. Et en tous les cas, merci à Amaury et à Myriam de nous avoir accueillis ce soir. Ah non, je voudrais quand même dire un mot sur Amaury et Myriam. Parce que c'est un couple, ça me rappelle quand même mes grands-parents. Il y a cette passion qui les anime tous les deux. On ne veut pas savoir, ils n'ont pas à se justifier, ils n'ont pas à expliquer. Ce qu'ils font ici est quand même exceptionnel. Je suis assez furieuse qu'on ait pas ça en France. Revenez nous voir, je ne sais pas ce qu'il faut faire en France, voici on sait malheureusement ce qu'il faudrait pour que vous reveniez. Mais vraiment, je trouve ça exceptionnel pour deux choses. D'abord parce que vous osez ne pas suivre les modes, avoir vos choix, dont on peut débattre, mais qui sont vos choix. Vous ne prétendez pas faire l'histoire de l'art, et pourtant vous la faites justement avec votre œil, votre éclectisme et même votre audace. Donc vraiment, bravo, parce qu'il y a peu de lieux comme celui-là, animés aussi par un sentiment très affectif, car vous connaissez les artistes, presque toujours, vous connaissez bien sûr les collectionneurs, vous connaissez également les galeries, vous connaissez les musées. Donc il y a vraiment, c'est pas le même modèle que mon grand-père, mais c'est un modèle que mon grand-père n'aurait pas renié. Voilà.